Donc, on s'est fixé, Bezrat Hashem, de commencer Baba Kama. Baba Kama, c'est une macérette compliquée. Hein. C'est pas une macérette qui se survole. Euh, Avant même de commencer peut-être la Mishnah, je voudrais vous rapporter euh, un extrait de l'introduction du Rambam sur la Akdama de sur l'introduction à la Mishnah, voilà, qui rapporte la chose suivante. Et puis on va essayer de voir aussi dans les psukim, parce que vous verrez au fur et à mesure que la Masechet Baba Kama, c'est la première des trois Masertot du Seder qu'on appelle de Nezikin, des dégâts. En réalité, c'est essentiellement Baba Kama qui traite des problèmes de dégâts et de la compensation, enfin l'obligation de réparer, de payer, de rembourser les dégâts qu'on aurait causés, etc. C'est plus large que ça. Mais le Seder Nezikin, il est appelé essentiellement par rapport à Baba Kama, bien que Baba Kama, comme son nom l'indique, Baba, c'est une porte, Sha'ar Kama Rish premier. C'est la première porte. Bab el-Oued, la porte du désert, là où je sais pas quoi. Euh, donc Baba Kama, c'est la première porte. Baba Metsia, c'est l'intermédiaire. Et Baba Batra, c'est la troisième Masechet. Et le Rambam, dans sa Akdama, dans son introduction, voilà, rapporte que euh, la première Masechet, donc, elle est en trois parties. Baba Kama dans un premier temps, dont le sujet c'est les daber al-nezikin ou shmiratam, c'est parler sur les dégâts et la surveillance qu'on se doit d'assumer vis-à-vis de ce qui peut causer des dégâts, c'est-à-dire, par exemple, le shor, le taureau. Alors, le taureau, le bœuf, on en parlera beaucoup dans la Maseret, c'est vrai que c'est plus trop d'actualité, mais l'idée, vous la comprenez, c'est que on est non seulement tenu de surveiller, d'être vigilant quant aux dégâts qu'on est susceptible de causer, mais pas simplement nous, physiquement, pas en tant qu'Adam Amazik, un homme. L'homme, il est Mazik, il a cette potentialité-là de causer des dégâts, mais même ce qui nous appartient, Mamono Shel Adam, l'argent de l'homme, le patrimoine, ce qui appartient à l'homme, est également du domaine de sa responsabilité. Donc, l'animal qu'on posséderait, le shor par exemple, c'est ce qui était le plus actuel, c'est ce dont la Torah a parlé. Donc le shor, le taureau, le bord c'est littéralement, bord c'est un puits, c'est un trou qu'on ferait dans le domaine public. On verra même si dans la Gemara on débattra domaine public ou pas, truc, mais bon, mais pas tout. A priori, c'est la façon la plus naturelle de comprendre. Euh, un, ce qui constituerait une, une espèce de, pas de piège, mais ce qui peut constituer une raison de trébucher, de causer un dégât d'une façon ou d'une autre dans le domaine public. Je reviendrai sur cette notion, un domaine public ou pas. Le bord, donc c'est vraiment ce qui illustre peut-être le mieux euh, ce, ce, la façon de trébucher, de tomber, de casser, ou même de pouvoir, un animal qui tomberait pourrait mourir, un homme aussi qui tomberait pourrait mourir, etc. Et vert, ce sera le feu. J'allume un feu, même si j'allume le feu chez moi, c'est pas parce que je l'ai allumé chez moi que ça me donne tous les droits. Évidemment qu'un feu avec le vent, avec les matériaux combustibles sur lesquels il peut avoir prise ce feu, il peut se propager et causer des catastrophes. Et donc, j'en suis aussi responsable, bien évidemment. Il est question aussi dans Baba Kama de celui qui cause, qui porte atteinte à l'intégrité physique de l'autre, d'accord. Blesser quelqu'un, c'est aussi une forme de dégât, évidemment. Euh, voilà. Voilà. Donc voilà, c'est ce que euh, voilà. Maintenant, la raison pour laquelle vous verrez que dans la Maseret Baba Kama, ça sera la première Mishnah, on va commencer à évoquer d'entre les quatre Avot Nezikin, les chefs de rubrique de ce qui constitue, qui peut causer un dégât. Il y a les trois que je viens de citer là, que le Rambam y rapporte dans sa Agdama. Et il y en a un quatrième, ce sera Mav'e. Alors on verra c'est quoi Mav'e. La Gemara, elle débattra là-dessus d'ailleurs, parce que même la lecture de la Mishnah, on le verra au fur et à mesure dans la Gemara, mais même la lecture de la Mishnah, elle met en opposition Rav et Shmuel, qui ne l'interprètent pas tout à fait de la même façon. Quand on expliquera la Mishnah, avant d'attaquer la Gemara, on l'expliquera comme Shmuel, parce que
c'est la façon que retiennent les Rishonim, le Rambam, le Barthénora, ils retiennent la grille de lecture de Shmuel. En tout cas, ce qu'on appelle les avot nezikin, ça aussi, avot, av, c'est une notion que vous connaissez, qui revient dans Shabbat aussi. D'accord, il y a par rapport aux melachot, par rapport aux interdits, les 39 fameux travaux interdits Shabbat, les 39 melachot, on les appelle avot. Ok, les avot sont appelés avot, pères, littéralement, parce que ces avot ont des toladot, ont des dérivés, des descendants. Le terme il est un peu identique. Et c'est la même chose au sujet des avot nézikin, des chefs de rubrique de ces nézikin ou de ces mazikim, de ce qui cause des dégâts. Ils ont eux aussi des toladot, des dérivés. Alors, c'est quoi la différence? Comment faire la différence? Est-ce qu'il y a une différence entre avot et toladot? Ça aussi, on verra dans la Gemara, c'est des discussions parmi les Tanaïm. Mais de façon très simple, les avot sont considérés comme avot parce que ils sont explicitement cités dans la Torah. Donc, ce qui est explicitement cité dans la Torah a le statut de av, de père, de chef de rubrique, et ce qui n'est pas explicitement cité, mais qui ressemble par rapport aux true notes, par rapport aux données, par rapport aux caractéristiques du dégât qui sera fait, c'est considéré comme une tolada, comme une dérivée, avec, d'après ce qu'on tient dans la halakha et ce qu'on tient la majorité dans la Gemara, on verra, les mêmes, quasiment, enfin, on verra qu'il y a une petite exception au niveau des nézikines, justement, mais globalement, il y a le même traitement pour les toladot que pour les avot. La Mishnah, elle commence, alors je vous dis peut-être simplement la première ligne de la Mishnah, et puis avant de continuer la Mishnah, je voudrais revenir sur la Torah, parce que vous verrez que ça aussi, c'est... D'ailleurs, le Rambam le dit dans la Akdama, j'aurais voulu vous le lire, il le dit quelque part. Alors, je vais peut-être commencer par lire dans la Mishnah, et puis... Dans la Mishnah, on lit... Regardez, dans donc la Mishnah, le tout début de Masechet Avot, Arba Avot Nezikin. Il y a 4 Avot Nezikin. Donc il y a 4 ces chefs de rubrique-là, ces 4 titres essentiels par lesquels on commence, auxquels on va affilier ensuite tout un tas d'autres Nezikin. Donc les 4 Avot Nezikin sont à Shor. Shor, c'est le taureau, le bœuf. Vehabor est le bord, le puits, donc le puits, le trou qui serait à l'extérieur. Vehamav'e, je vous ai dit que Mav'e, ça fera l'objet d'une marloquette entre Rav et Shmuel. On va expliquer comme Shmuel que Mav'e, ça fait référence à chêne. Chêne, c'est la dent du taureau d'un autre animal. On va expliquer ce que ça signifie, n'ayez pas peur. Vea Ever, et Ever, c'est la bracha que vous faites sur la bdikat chametz, après avoir fait la bdikat chametz, al bi'ur chametz. Bi'ur, c'est la destruction. Et v'aer, c'est une destruction par le feu. D'accord, les avir, mettre le feu. Donc, Ever, c'est le feu. Donc, ces quatre avot nezikin qui sont cités comme avot nezikin, comme je viens de vous le dire, parce que on verra qu'ils sont explicitement rapportés dans la Torah. Maintenant, ce qui est très intéressant de voir, c'est que les masertot, Bavakama, Bavametsia, Bavavatra, pour Moshe, je traduis Bovekam et Bovemetsia et Bovebasre. D'accord, ces 3 masertot-là, et pour Jonathan, évidemment, ces 3 masertot-là, Babakama, c'est une maseret qui est énorme. Elles ont, ces 3 masertot ont 10 prakim chacune. Hein, c'est pas des petites masertot. Et Bavavatra, elle est très, très, très. Elle est très longue, très très longue. Elle a le plus grand nombre de dapim en tout cas. Et les psukim de la Torah, à partir desquels ces gmarot, ces masertot, elles sont conçues, ils sont pas si nombreux que ça, les psukim de la Torah, vous verrez. Et ça, c'est vrai pour Baba Kama et Baba Metsia, même s'il y a certains psukim évidemment, mais par rapport à la quantité de la maseret, c'est vraiment c'est très disproportionné. Et Bichla, le Rambam écrit que pour Bava Batra, c'est carrément des svarot, c'est même plus vraiment des psukim, quoi.
Il n'y a pas vraiment de psukim qui sont à la source de la Maseret Bava Batra. Nous, on s'intéresse à Bava Kama pour commencer. Et voilà, donc je voudrais vous lire. Donc je rappelle rapidement comme ça les mazikim essentiels, d'accord, les dégâts les plus originaux, au sens originel, qui nous intéresseront et qui vont donc donner suite à toute cette espèce d'arborescence, de toladot, de dérivés qu'il peut y avoir. Donc, il y a d'abord et avant tout, évidemment, le Adam Amazi, comme je l'ai dit, l'homme en tant que celui qui cause des dégâts. L'homme qui cause des dégâts, il est tenu de réparer le dégât, de rembourser. Les remboursements, ils peuvent impliquer plus que simplement une compensation financière, ou en tout cas, au-delà de la compensation financière par rapport à le dégât, il y a un tas d'autres choses. Par exemple, quelqu'un qui frappe une autre personne, il est tenu à payer 5 sommes différentes. Il y a d'une part le dégât qui a été causé, mais il y a la douleur, il y a le traitement qui doit être pris en charge, il y a le chômage occasionné, il y a la honte aussi que d'avoir reçu un coup, etc. L'homme, contrairement, l'homme, c'est le seul à propos duquel on dit il a un statut de Mouad, d'averti, Adam Mouad Leolam. L'homme, il est toujours considéré comme étant averti a priori, même si on ne l'a pas explicitement averti, mais il est censé savoir, et donc il est répréhensible de ce qu'il causerait comme dégâts parce qu'il a un statut de Mouad dès le départ. Ça, c'est le propre de l'homme. On verra que cette notion-là, elle ne s'applique pas dans le cas, par exemple, et on en parlera très rapidement au début de la Masechet, dans le cas, par exemple, d'un bœuf, un shor, au regard de son comportement agressif s'il encorne, d'accord, un bœuf, un taureau qui encorne keren, la corne, c'est aussi c'est donc un des Avot Nezikin, et on verra que, et on le comprend dès le départ en réalité, que sous cette rubrique keren, il y a une particularité de kavana lerazik. Il y a une volonté de causer un dégât, d'agressivité, de faire du mal. Un taureau qui jusqu'à présent n'a été qu'un gentil taureau de labour que les enfants pouvaient même caresser en passant, il n'est pas mouad, il n'est pas censé, il n'est pas tamponné comme étant un taureau méchant, en corner. Est-ce que c'est considéré aussi, par exemple, tu dis en corner, mais le taureau peut faire un peu de dégâts que par la corde? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est un dérivé. Ah, tout à fait. Ah, bien sûr. Un dérivé d'encornet, ok. Alors, il va y piétiner la terre, c'est un dérivé d'encornet? Attention, attention. C'est pour ça que j'ai dit, le paramètre qui va définir qu'on est dans la rubrique keren, la corne par exemple, c'est, comme la Gemara le dira, kavana lehazik. Il y a une volonté d'endommager, de faire du mal. Si en piétinant ton champ de pétunia qui coûte très cher et que tu aimes du fond du cœur, mais il va te les piétiner et tes pétunias, il n'en restera rien. Oui, enfin peu importe, ouais. D'accord. Là, ce n'est pas au titre de keren que le dégât il doit être affilié. C'est régel. Le taureau, quand il marche, il ne fait pas attention là où il marche. Tu le rentres dans un magasin de porcelaine, il ne va pas être hyper vigilant à s'aufiler entre les rayons et les poteries et compagnie. D'accord. C'est encore une autre catégorie de Nézek. Par contre, ce que tu dis, et où il y a des dérivés de keren, c'est que je viens de vous parler de régel en marchant, c'est aussi une des rubriques, un des titres de rubrique de Nézek, mais si avec ses pattes, régel c'est la patte, il cause un dommage, non pas en marchant normalement, mais en faisant une ruade, la ruade, il y a une kavana léazik. Une ruade, s'il donne des coups avec ses pattes, d'accord, là il y a une véritable volonté de causer un dégât, de faire mal, d'abîmer, de casser, et donc ce sera affilié à keren, à la corne, bien que ce soit fait avec régel, avec les pattes. Et que régel, en soi, c'est aussi un shem, c'est aussi un nom, un av melacha indépendant. Je reviendrai au fur et à mesure sur ces notions-là. En tout cas, de façon très rapide. Donc, le taureau, il va avoir, et c'est l'esprit qu'il faut retenir à chaque fois, parce que vous comprenez bien que là, je parle du taureau, mais on pourrait l'appliquer à un chien, ou à un lion, ou à un serpent, ou je ne sais quoi. Ou une voiture. Alors, une voiture, c'est très intéressant, parce que, et la voiture, je veux dire, la voiture,
c'est le conducteur qui est considéré comme Adam Amazic par rapport à sa voiture. Maintenant, s'il y a un défaut de fabrication, si les freins lâchent, etc., ou d'autres cas, on verra aussi que ce qui est intéressant, on verra dans la Gemara, on en parlera quand on arrivera, hein, c'est dans quelques dizaines de dapim. Ce qui était intéressant, et ça m'avait éveillé, moi, le truc quand j'avais étudié la Suga, c'est le problème que posent les voitures, comment ça s'appelle, qui sont un peu automatiques, enfin, autonomes, là, voilà, autonomes, d'accord? Les voitures autonomes, et la loi change jeudi en France d'ailleurs. Donc sur Attends, Mazik, répète, on n'a pas entendu. jeudi, et en plus de ça, tu parles de ça, la loi change en France jeudi. Les voitures autonomes sur lesquelles tu as le droit de lire au volant vont être autorisées à partir de jeudi. Sur lequel tu as le droit de lire au volant? Ouais. Ah, ça, Tu as même le droit de regarder un film, etc. Et les voitures autonomes de catégorie 3 sont autorisées. Donc tu pourras être dans le cas de Mazik. Ok, alors ce qui est intéressant, bon, dans la mesure où tout se passe bien, c'est très bien. Le problème se poserait quand tout se passe pas bien. En quoi ta responsabilité, elle est. Mais vous verrez, ce sera l'objet d'une souga, c'est très intéressant, et vous verrez que d'une Gemara, on pourra débattre de ces choses-là. Revenons pour faire un petit survol rapide, là, un peu rapide pour une petite idée de ce qu'on va voir. Je vous disais que le shor, le taureau, en soi, il cumule les trois catégories desquelles on va s'occuper, vous le verrez. Keren, la corne, Shen, la dent, Regel, la patte. Alors, Keren, comme on vient de le dire, c'est lorsque le dégât il est causé avec Kavana Léazik, avec une volonté de causer un dégât. Je vous disais que ce statut qui est a priori le propre de l'homme, qu'un homme il est mouad, l'éolam, il est toujours mouad, il est toujours considéré comme averti et donc responsable, pour un taureau, dans la mesure où c'était un taureau de labour jusqu'à présent qui était très gentil, si un jour une mouche l'a piqué et qu'il a encorné, il n'était pas habitué à ça, l'obligation que le propriétaire a de payer, de réparer le dégât qui a été causé, est inférieure à celle qu'il a si son taureau, c'est un taureau d'arène, que là, il est mouad. Un taureau d'arène, on sait très bien que c'est un taureau en corner. Après, évidemment, vous comprenez naturellement, un taureau qui était très gentil jusqu'à présent, mais qu'une fois, deux fois, trois fois, il encorne de façon consécutive, ben, il est plus gentil. Il était gentil et puis il s'avère qu'il est devenu finalement méchant ou agressif. Et donc, il n'était pas tamponné comme étant en corner, il était innocent. Il devient mouad, il va basculer dans la catégorie mouad parce que sa itna agout, son comportement de façon répétée, est révélateur qu'il y a un changement qui s'est passé ou qu'il était comme ça, peu importe Il n'y a pas de possibilité de passer en arrière. Si, bien sûr, en effet. Et tout à fait. Et il peut à nouveau redevenir tam si trois fois consécutives dans les mêmes situations, il reste gentil, donc il s'avère que voilà, il est retour voilà, il a rejoint le mouvement, il a fait tchouva, voilà. Il est devenu d'accord, pacifique. Chêne, la dent, c'est le chef, le titre de la rubrique qui évoque un ézek, un dégât, pour lequel il y a une anaa, il y a un profit. Parce que l'animal, quand il mange, c'est naturellement pour en tirer un profit. Il n'y a pas de profit plus basique que de manger. Donc, chêne, c'est le terme générique dont on se sert pour désigner tous les dégâts qui seraient causés et dont la source serait, la motivation, elle est une anaa, tirer un profit. Vous comprenez que par rapport à chêne, par exemple, un animal, il est mouad dès le départ. Il est considéré comme étant masique, comme causant un dégât dès le départ avec chêne. Il y a un animal, il n'y a pas de besoin d'un passage pour dire « Ah tiens, maintenant c'est un animal qui veut profiter ». Un animal, quand il a envie de profiter, quand il a faim, s'il a à proximité de quoi manger et que ça l'intéresse, évidemment qu'il va manger. Okay. Donc par rapport à chêne, le statut d'un animal, il est que l'animal est mouad dès le départ. Par rapport à Keren, par rapport aux dégâts de la corne, où il y a une volonté de dégâts, ça dépend de qui on parle. Ce n'est pas forcément depuis le début qu'il est considéré comme étant un taureau mouad. Mais par rapport à chêne, par rapport à la dent, c'est-à-dire la dent, encore une fois, on verra dans la Gemara, si le dégât il est causé parce que l'animal va se frotter
contre vos tentures en soie, parce que ça lui fait du bien de se frotter, c'est aussi un dégât de chaîne, c'est aussi un dégât de la dent, parce qu'il y a une kavana, il y a une volonté, enfin il y a une anaa, il y a un profit. Et enfin, régel c'est la pâte. Alors ça, régel, la pâte, c'est quoi? C'est Hezeko Matsui. Le dégât, il est à portée de main, il est là. C'est-à-dire qu'il suffit de se déplacer pour causer un dégât. Donc, quand il piétine ton champ de pétunia dont on parlait, ok, c'est un dégât, rubrique régel, il a marché. Ce serait la même chose si le dégât qui est causé, il est avec, on parle d'un cheval qui a une crinière, et en marchant, sa crinière va attacher, va accrocher je ne sais quoi, et va briser ce que ça a. Là aussi, c'est régel, même si c'est avec la crinière, ou même la corne. Même si c'est en marchant, la corne s'est prise dans des objets ou je ne sais quoi, et que ça a abîmé, bien que le dégât soit causé par la corne, on ne va pas affilier ce dégât à Keren, mais on va l'affilier à Régel, parce que c'est dans la démarche. Un dégât, une catégorie alors. Quoi, c'est un dégât de catégorie? Tu ne peux pas avoir un type de dégât qui Ah. soit affilié à deux catégories différentes. A priori, non. A priori, un dégât doit être affilié à une catégorie. Tu pourrais Après, un arbre en te disant, en effet. tu n'aurais pas deux autres communes. Ouais, après c'est vrai qu'on pourrait peut-être se poser la question à quelle catégorie affilier selon des cas très précis. Mais a priori, un dégât il doit être affilié à sa catégorie. Le bord, je vous dis, donc le bord, c'est pareil, la division du bord, c'est un puits, c'est un trou, d'accord. On verra les psukim dans la Torah tout de suite. Le feu, on en a parlé juste avant également. Voilà. Après, il sera aussi question dans cette macérette-là des différentes formes de vol. Il y a la gneva ou le gezel. C'est deux formes de vol un peu différents. La gneva, c'est ce qui se fait, c'est ce qui se fait en douce. D'accord. Le ganav, il vole. C'est pas le voleur avec effraction qui défonce. Hein? Non, ça, c'est onaa, ça. La tromperie, c'est onaa. D'accord? Là, on parle du vol, un vrai vol. Un vol, tu as pris ce qui appartient à l'autre. Alors, selon la façon dont tu as procédé, ce sera soit une gneva, on est ganav, on est voleur, mais c'est en douce. Ou bien c'est à la calache, le type il rentre avec effraction, etc. D'accord? C'est le gezel. Le gezel, c'est le vrai vol. On verra, ce sera aussi débattu. Je voudrais vous montrer dans la Torah rapidement. Donc, c'est dans Parashat Mishpatim, enfin, pas que, mais beaucoup. Et je vous disais, moi, c'est un truc qui m'impressionne parce que c'est vraiment des œuvres. Que ces macertotes-là, Babakama, c'est vraiment des œuvres et elles sont faites à partir de. Il y a une construction qui a donné lieu à des développements, mais vous verrez au fur et à mesure. C'est assez phénoménal à partir de quelques versets, vraiment de quelques versets. Je vous lis rapidement. Quelques versets. Donc, c'est dans Parashat Mishpatim. Essentiellement, Perek Kafalef. Alors, je commence par l'histoire du shor, du taureau en corner. Regardez. Perek Kafalef, Pasuk Kafret. Donc, Perek 21, verset 28. Vechi yigar shor et ish o et isha vamet. Et lorsqu'un taureau encornerait un homme ou une femme, vamet, et qu'il mourrait, donc cet homme-là ou cette femme-là mourrait suite à cet encornement, sakol isakel ashor, donc le taureau il doit être tué. Comment? Non, attention. Non, il ne sera pas à lui, c'est dans l'autre cas qu'on le met, attention. Velo yachel et besaro, et sa chair ne sera pas mangée, ne sera pas consommée. Ce shor-là, ce taureau en corner qui a tué, et là en plus on parle d'un taureau qui a encorné, on ne sait pas si c'est un taureau gentil ou pas gentil, hein, mais il suffit qu'il ait encorné, qu'il ait tué pour être lui-même exécuté, ce taureau. Velo yachel et besaro, et sa chair ne sera pas mangée. La Gemara, elle va discuter là-dessus. S'il est lapidé, s'il est tué, parce que Sakol Sekel, il est tué de façon voilà, il est projeté lui aussi d'une certaine hauteur, c'est la lapidation, là, ce qu'il a. Évidemment qu'il ne peut pas être mangé, ce n'est pas cachère. Donc à quoi sert-il? En quoi est-il nécessaire de préciser? Et sa chair ne sera pas mangée, puisque tu m'as dit que Sakol Isakel. Bref. Ou Baalachor Naki. Et le propriétaire du taureau est Naki, il est propre. Mais d'une certaine manière, c'est une sanction pour le propriétaire que la chair ne soit pas mangée. Bien sûr. Non, mais
qu'il soit tué Birlal, c'est son outil de travail, le taureau. À la rigueur, avec les D'accord. derrière, tu peux pas. En plus, Dans ce commentaire, il dit, tu peux pas le vendre. c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. L'Agma va dire, c'est-à-dire qu'il est assour béana. Tu ne peux pas en tirer le moindre profit. C'est ça la raison. Mais on verra, je ne vais pas faire toutes les, je vais pas rentrer, je veux rester sur les principes généraux, parce que sinon, je vous dis, c'est des sougiotes entières. Et même sur ce balachor nakis aussi, c'est des sougiotes, vous verrez. Et le propriétaire du taureau, il est nakis, c'est-à-dire quoi, il est propre, c'est-à-dire que voilà. Il a payé quoi? Voilà, il a payé, voilà, on peut pas, voilà, il sera pas. Mais il s'avère, et c'est ce qu'on va voir tout de suite, que le taureau dont on parle en réalité, c'est un taureau qui était tam, qui n'était pas du tout considéré et qui n'avait donc pas de raison d'être soupçonné comme un taureau en corner. Par contre, et c'est le passage qui suit, le verset qui suit, Ve'im shor nagachu mitemol shinshom, mais si c'est un taureau qui a déjà encorné hier et avant-hier, donc il avait déjà encorné hier et avant-hier. Alors, en fait, voilà, après, ce sera aussi une marloquette, cette histoire entre Rabbi et Khamim. Est-ce que la chazaka, est-ce que la présomption pour passer de tam à mouad, de innocent à tamponné comme en corner, il faut 2 fois, 3 fois? Les Khamim tiennent que c'est 3 fois. Donc, si c'est un taureau qui était mouad, il était connu comme étant en corner. Veuad biv alav, et il avait été prévenu auprès des propriétaires. C'est-à-dire que les propriétaires s'étaient entendus prévenir par des gens qui avaient assisté aux encornements de son taureau. Ton taureau, il est encorné, donc fais attention. 1 fois, 2 fois, 3 fois, donc il est. Vélo ishmerenu, et que le propriétaire ne l'aurait pas gardé, en tout cas, il ne l'aurait pas gardé comme il aurait dû. Vehemit ish oisha, et qu'il ait tué ce taureau à Oda, un homme ou une femme. Donc ce taureau, il a encore causé la mort d'une personne. Alors, même traitement que précédemment. Ashor yisakel, le taureau, il sera là aussi tué. Vegam be'alav yumat, littéralement, et même son propriétaire à ce taureau, yumat, il mourra. Les Chachamim m'expliquent qu'il ne s'agit pas de la mort concrète, physique, d'accord? C'est une mita bidé shamaim, il est chayav mita au regard du ciel, parce qu'il a un tueur en sa possession et il n'a pas été suffisamment vigilant au point de l'empêcher de tuer à nouveau. Donc évidemment qu'il est très répréhensible. Mais bon, on n'est pas chayav mita dans ce cas-là, au sens premier. Et donc la Torah va poursuivre avec l'histoire du kofer. Le kofer, c'est quoi? C'est une somme d'argent que le propriétaire du taureau mouad, donc d'un animal qui est tamponné comme étant mouad, donc qui a cette propension à causer, à attaquer, c'est la somme que donc le propriétaire de ce taureau qui a de façon qui est fautif de ne pas avoir surveillé son taureau comme il devait, qui plus est taureau mouad, devra payer aux héritiers de la victime. Je passe un peu. Voilà. Après les questions, je saute un pasouk. Vechi iftar ishbor ou kiyeche ishbor. Et lorsqu'un homme ouvrira un puits ou creusera un puits, un trou, c'est-à-dire un trou qui était déjà présent mais recouvert, qu'une personne découvrirait, on retire le couvercle de ce puits, ou bien qui ishbor, si quelqu'un creuse un puits, là aussi l'Agma, elle débattra, vous imaginez bien, si des gens en découvrant je suis chayav, en le creusant, évidemment que je suis encore plus chayav. Vélo yechasenu, et qu'il ne le recouvrirait pas, Venafal Shama Shor Ochamor, et que tomberait là-bas dans ce trou qu'on a donc mis à découvert, ou qu'on a carrément creusé, et qui tomberait un Shor ou un Chamor, un bœuf ou un âne, et là aussi vous verrez qu'il y a une tonne de draps, enfin il y a des drachotes qui seront faites, d'accord? Shor Ochamor, pourquoi préciser Shor Ochamor? Et il tomberait quelque chose, quelqu'un, un animal, un truc, on verra qu'il y a aussi des enseignements qui seront conséquents à ça. Alors dans ce cas-là, en tout cas, dit la Torah, Baalabor Yeshalem, le propriétaire du bord. Alors propriétaire du bord, si c'est dans le domaine public, comment tu peux être propriétaire d'un trou qui est dans le domaine public? Ok? Là aussi, on verra dans la Gemara en long et en large. En tout cas, donc, celui à qui, mais vous connaissez la Gemara, même la Gemara dans le Psachim, elle dit ça aussi, dans le Psachim, la Gemara, elle dit Shne Dvarim, Enam Birchuto Shel Adam, il y a 2 choses qui n'appartiennent pas à l'homme, et la Torah les a considérées comme lui appartenant au sujet du chiyuv, de la responsabilité, de la culpabilité, c'est justement Shor, c'est Bor Birshut Arabim, le trou dans le domaine public, et Chametz Bepessar. Le Chametz à Pessar, qu'il ne t'appartient plus, parce que ton droit de ta propriété, elle est cassée par la Torah, tu n'es plus propriétaire de ton Chametz, mais tu es Chayav
si tu as gardé ce Hametz qui était le tien, au titre de Balirei, Balimatsé, etc. Donc il y a deux éléments comme ça qui sont un peu, d'accord, qui ont cet état un peu paradoxal. Ça n'est pas à moi, mais la Torah considère qu'ils m'appartiennent au regard de ma responsabilité, de ma culpabilité. Okay, donc, le propriétaire de ce bord, de ce puits, il payera l'argent. Kesef Yashiv Livalav, il rendra l'argent au propriétaire de ce taureau ou de cet âne qui s'est tué là-dedans. Vehamet Yelo, et le mort, la carcasse, sera pour lui. Là aussi, c'est par rapport à des problèmes d'estimation, etc. La Torah va revenir à l'histoire du shor qui cause un dégât. Vechi gof shor ish et shoreu, mais non plus en tuant un homme, mais cette fois-ci, voilà, en causant un dégât, c'est du mammon au mammon. C'est mon patrimoine, ce qui m'appartient, qui a causé un dégât à ton patrimoine, à toi, ce qui t'appartient. Lorsque, et vous verrez que là aussi, le terme change dans la Torah, Vechi gof shor ish et shoreu, et lorsque heurtera le taureau d'un homme, le taureau d'un autre. Il y a mon taureau qui va heurter ton taureau, qui va l'encorner en fait, c'est la même chose. Mais Yigof, c'était marqué tout à l'heure, Yigar, la Negicha, c'est véritablement le terme qui désigne encorner. Yigof, la racine gouf, donc c'est un coup de, c'est heurté, d'accord, c'est porté, va mettre, et que donc il mourrait, le taureau qui a été attaqué. Alors là aussi, ils vendront, les psukim sont très ambigus. Si on traduit ce qui a marqué, ils vendront le taureau vivant et ils partageront l'argent, la somme obtenue. Vegam et et même le mort, le cadavre, ils partageront. Ça semble un peu, et la Gemara va établir de façon précise dans quel contexte on parle, parce que sinon ça ne veut rien dire. D'accord, c'est quoi mon taureau qui vaut 200. Il a défoncé ton taureau qui vaut 1000. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait si je finis ce qui est marqué? Eh ben, on vend le mien qui vaut 200, on partage 100 et 100. Ta carcasse, maintenant, elle vaut 1000. Enfin, il a des 1000, d'accord? Ta carcasse, elle vaut, mettons, 500 parce qu'il y a encore une super peau. Donc, on partage aussi 250, 250. Finalement, moi, mon taureau qui est défoncé le tien, je me retrouve gagnant dans l'histoire, tu vois pas? Donc, c'est pas de ça qu'on parle, évidemment. Et poursuit la Torah. Là, on parlait d'un cas d'un taureau qui était tam, d'accord, qui n'avait pas il n'avait pas une réputation, il n'était pas moine, il n'était pas tamponné comme étant agressif. Mais si par contre, et c'est ce par quoi poursuit la Torah, O Noda Kishor Nagahu, mais s'il était su que le taureau était en corner, Mitémol, Shishom, depuis la veille et l'avant-veille, donc si on sait qu'il est en corner hier et avant-hier, c'est qu'il était aussi en corner avant-avant-hier. C'est pour ça les fameuses 3 fois dont je vous parlais là. Vélo Ishmerenu Be'alav, et que c'est parti, le propriétaire ne le garde pas comme il se doit. Shalem Yeshalem, alors là il paiera. Shor Tachat Shor, le taureau par rapport au taureau. Vehamet Yelo, et le mort sera pour lui. C'est-à-dire que là, apparemment, si le taureau est en corner, tu payes le taureau qui a été tué, ok, un taureau pour un taureau, taureau pour taureau, et tu récupères la carcasse puisque tu as payé la totalité de ce taureau-là. Voilà, en gros, et encore, je ne vais pas continuer. Quelques versets plus tard, il est question, juste après, il est question de vol. 3-4 versets plus tard, il est question justement des dégâts occasionnés et que Khamim vont expliquer comme étant occasionnés par, c'est le sens de la Torah, c'est pas par la dent, par chaîne ou par régel, les dégâts donc, que l'animal cause en mangeant ce qui ne lui appartient pas à son propriétaire, ou en piétinant, en abîmant donc ce qui appartient également à l'autre. Et juste après, il est question du feu. D'accord, lorsque le feu sort au-delà de là où tu l'as allumé, qui se propage et qui cause des dégâts, etc. Donc, vous voyez, c'est la quasi-totalité presque des psukim à partir desquels cette macérette, elle va être... d'accord, j'exagère un peu, hein, mais pas beaucoup. Ok, je pense qu'on peut peut-être commencer la Mishnah. On va commencer la Mishnah. Alors, et je vous ai dit que j'allais
je vous ai dit, attends, je peux prendre sur la. Je peux prendre sur la. Je vais faire au fur et à mesure. On va s'en tenir à la. Alors, donc première Mishnah de Baba Kama. Arba Avot Nezikim. Il y a donc 4 catégories de Nezikim, de dégâts, de ceux qui causent le dégât, de ceux qui sont les Mazikim qui causent le dégât. D'accord, comme je vous dis, les chefs de rubrique essentiels, qui sont appelés Avot parce qu'ils sont explicités dans la Torah. Ashor, donc le shor, le taureau. Le taureau, je vous ai dit, on va expliquer d'après la grille de lecture que Shmuel dans la Gemara donne. Okay, je prends cette explication parce que c'est l'explication que les Rishonim retiennent aussi dans l'explication de la Mishnah. Rav dans la Gemara, il va dire que Shor, ça inclut tous les dégâts qui sont liés à Shor, c'est-à-dire Keren, Shen et Regel, la corne, la dent et la patte. Shmuel, il va dire que le Shor, ça fait référence à Regel simplement, le dégât causé par la patte. Donc c'est cette catégorie de dégâts qui est causée de façon Ezeko Matsui, le dégât il est Matsui, il est là, Derech Hilucho, ça n'est qu'en marchant, il n'y a aucune anaa, il n'y a pas de profit, il n'y a aucune volonté de causer un dégât, c'est la façon de Regel d'endommager. D'accord. Et donc ça, entre parenthèses, on l'apprend dans la Torah. Je ne vous ai pas lu le verset, mais c'était le verset qu'il y avait juste après dont je vous parlais, c'était « Veshilach et be'iro », que quand on envoie paître son troupeau, son animal, ça fait référence justement à ce dégât de Regel, qu'en l'envoyant, en amenant, en laissant aller son animal, il risque de causer des dégâts, donc avec Regel. Vehabor et le bord. Donc le bord, littéralement c'est un puits, c'est-à-dire un homme qui aurait creusé, creusé ou découvert, mis à découvert un trou dans le Reshut Arabim. On va expliquer qu'il s'agit du Reshut Arabim pour l'instant, du domaine public, et dans lequel serait tombé, comme on a lu dans la Torah, Shor Vachamor, Shor ou Chamor, un Shor, un bœuf ou un âne. C'est ce qui est explicite dans la Torah. Vea Mav'e. Alors, Mav'e, c'est quoi Mav'e? Mav'e, d'après Shmuel, ça fait référence à chêne, à la dent. Pourquoi? La Gemara le dira parce que, alors déjà, dans la Torah, on apprend ça de la suite du passouk que je vous ai dit oralement tout à l'heure. Veshilach et beiro, il enverrait son troupeau paître. Il y a marqué là-bas, ouais. Veshilach et beiro, c'est sur le H. Non. Kitetse ouais. Non. Kitetse Voilà. Voilà. Ouais. C'est quand il s'agit de faire paître. C'est trompeur. Il y a parce que c'est avec Mavir, ça ressemble. La racine, elle ressemble, c'est trompeur. C'est vrai. La racine est trompeuse, mais c'est deux choses différentes. Et là-bas, c'est Ubi er bisdeacher, et donc il irait paître dans un autre champ qui ne lui appartient pas. Et ça fait référence à chêne, à manger. D'accord. Et la Gemara expliquera que pourquoi on appelle chêne Mavae, parce que la racine de Mavae, la Gemara rapportera un pasouk, ça fait référence à ce qui est aussi découvert, comme la dent qui est couverte et découverte. D'accord. Quand on parle, quand on truc, la dent parfois elle est découverte. Vea Ever et Ever, ça c'est le feu. D'accord. Donc celui qui a allumé dans sa propriété un feu, mais ce feu s'est propagé, est sorti de chez lui, et donc a consumé, a brûlé ce qui ne lui appartenait pas. Donc ça, voilà les quatre avot nezikin dont parle la Mishnah, avec lesquels on aura travaillé pas mal. Et la Mishnah va s'employer à justifier le besoin que la Torah avait d'expliciter ces quatre intitulés-là, ces quatre rubriques de dégâts, ce qui signifie que la Mishnah va essayer de prouver qu'il était nécessaire que chacun soit enseigné à part parce qu'il
ils ne pouvaient pas être déduits les uns des autres. On verra que c'est loin d'être évident, cette histoire, mais la façon dont la Mishnah le présente, c'est la façon suivante. Alors, Lohare Hashor Kare Amave. Le Shor, donc le Shor, rappelez-vous, on est dans la grille de lecture de Shmuel. Le Shor, c'est Régel. Le dégât causé par Régel, par la pâte, il n'est pas comme Mave, il n'est pas comme la dent. Ils ne sont pas suffisamment identiques pour pouvoir être déduits l'un de l'autre. Velohare Amave, enfin, je dis, excusez-moi. Velohare Amave Kehare Hashor. Et la dent n'est pas comme le shor, n'est pas comme Régel. C'est-à-dire que de la même façon que je ne pouvais pas déduire la dent de Régel, je ne peux pas non plus déduire Régel de la dent. C'est quoi cette histoire? Pourquoi? Alors, parce que le chiyuv, la responsabilité, la culpabilité de dégâts occasionnés par Régel ne peut pas être déduit du dégât de chêne, c'est-à-dire en supposant que la Torah n'avait enseigné que chêne, que la dent, je n'aurais pas pu pour autant déduire le dégât de Régel. Pourquoi? Parce qu'il y a dans Régel, dans la pâte, une caractéristique qui n'existe pas dans chêne, à savoir Régel, c'est la pâte, c'est un dégât qui est tout le temps là, il est à portée de main. D'accord? Régel, comment? C'est vrai qu'il n'y a pas de na, ça c'est ce qu'on dira, mais c'est-à-dire que la raison pour laquelle, en fait, on est en train de réfléchir, on se place dans la perspective, pourquoi je n'aurais pas pu déduire chêne de Régel? Peut-être que Régel est plus grave, et c'est peut-être pour ça que la Torah, elle rend chayav sur Régel. Et en quoi Régel serait appréhendé comme étant plus grave? Tout simplement du fait que Régel, c'est un dégât qui est toujours là. Il suffit simplement de se déplacer, de bouger, d'être présent pour causer un dégât. Donc, quand tu as quelque chose qui est synonyme presque de dégât, sois vigilant, c'est normal. Mais chêne, où c'est pas tout le temps, tu te balades dans un endroit où il n'y a rien à manger, il n'y a pas de raison qu'elle fasse de dégâts avec chêne. Donc, c'est une façon de dire, voilà pourquoi je n'aurais pas pu déduire chêne de Régel, mais à l'inverse, chêne ne peut pas, alors, c'est-à-dire, je ne peux pas déduire chêne de Régel pour ce que j'ai dit, parce que dans Régel, il y a ce paramètre-là que le Nézek, il est à tout bout de champ, il est toujours présent. D'accord. Et la dent n'est pas comme le shor, donc mavé, c'est la dent, shor, on a dit c'est Régel, c'est la pâte, et la dent ne peut pas non plus enseigner. Si on avait appris le dégât de chêne, on n'aurait pas pu l'extrapoler à Régel. Pourquoi? Parce qu'il y a le paramètre dans la dent qui n'existe pas dans Régel, à savoir ce que tu viens de dire, que chêne, il y a une anaa, il y a un profit du Nézek, alors que dans Régel, il n'y a pas de profit. Et donc, sous cet angle-là, dans cette perspective-là, finalement, je peux comprendre que je dois faire plus attention à au dégât qui est conséquent à un profit. Là où il y a un profit, je dois m'y attendre, c'est évident. J'aurais pu comprendre que je suis chayav quand un dégât est causé avec chêne où il y a un profit, parce qu'évidemment, il n'y a aucune raison que l'animal ne se retienne de profiter de ce qu'elle peut profiter. Mais extrapoler et dire donc un dégât causé de façon par inadvertance, sans aucune intention, pas évident que la Torah m'en ait rendu responsable également. Poursuit la Mishnah. Donc là, vous voyez, c'est simplement une démarche que la Mishnah a. On verra, vous verrez par la suite. Ce sera vraiment sujet à discussion, ce que la Mishnah est en train d'avancer maintenant. Mais là, dans un premier temps, en tout cas, la Mishnah veut dire, tu vois donc déjà, par rapport à Shor et Mavé, par rapport à Régel et chêne, la pâte et la dent, tu vois que les deux étaient nécessaires, je ne peux pas déduire l'un de l'autre. Maintenant, ok, mais peut-être que si j'avais eu les deux, donc, ok, les deux sont nécessaires, mais grâce aux deux, j'aurais peut-être pu déduire un des deux autres, d'entre les quatre qui sont cités. Donc, poursuit la Mishnah, dit, Vélo évasé. Et Régel et chêne,
ils ont un truc en commun. Chez Yesh Ben Ruachaim, ils ont un souffle de vie. Ce sont des dégâts qui sont causés parce qu'ils sont animés d'un souffle de vie. C'est d'un être vivant. Et donc, ils ne sont pas Shen et Regel, Kare Haesh, comme le feu chez En Baruachaim, qui lui n'a pas de souffle de vie. Le feu, c'est quelque chose d'inerte, c'est pas vivant. Et donc, si la Torah n'avait pas écrit le feu, j'aurais pas comme étant un des Avot Nezikin, j'aurais pas forcément déduit de Shen et Regel que sur le feu, je suis aussi coupable que je ne le suis sur Shen et Regel. Vélo zévasé, ok, mais donc j'avais besoin d'enseigner le feu. Mais peut-être que si la Torah avait enseigné Shen, Regel et le feu, j'aurais peut-être pu déduire le quatrième, le bord, dit la Mishnah. Vélo zévasé, non. Et Regel, Shen et Esh, donc la pâte, la dent et là le feu, là je traduis un Shen, Regel, Esh. Après, au fur et à mesure, on arrêtera de traduire. Hein. On arrêtera de traduire, je dirais, Shen, Regel, d'ailleurs, ce sera intégré. En quoi ces trois-là sont-ils différents? Ben, du quatrième, quoi. Le bord. Chez Darkan, Léler, Véléazik. Eux, ils ont l'habitude, enfin, voilà, leur manière, on va dire, c'est d'endommager en étant mobile. Le chêne, Régel, le feu endommagent de façon mobile. Ils se déplacent. Et c'est peut-être pour ça, j'aurais pu dire, que la Torah me rend chayav. Et donc, ils ne sont pas kéaré à bord comme le bord, kéaré à bord comme le bord, le puits, le trou, chez Endarko Leler Véléazik, qui lui n'a pas pour habitude, voilà, la façon qu'il a d'endommager n'est pas en se déplaçant. Le bord, c'est tout ce qu'il y a de plus statique. Okay, et donc, voilà pourquoi je n'aurais pas pu déduire également le bord de ces trois-là, quand bien même les trois avaient été enseignés. S'il n'y avait que ça qui avait été enseigné. Donc, conclut la Mishnah. Atzad Ashave chez Bahen, le point commun qu'il y a chez chacun d'entre eux, chez Darkan les Hazik, que c'est Darkan leur habitude, c'est pas leur habitude. Ce sont pour les quatre de ceux qui ont été cités des éléments qui causent un dégât, qui ont cette propension à causer un dégât, Veshmiratan Alecha, et dont la surveillance, la garde et sur toi t'incombe parce que tu en es le propriétaire ou le responsable. Urshehizik, et quand il a causé un dégât, un de ces quatre avot nezikin, eh bien Chav et Chayav est coupable, Hamazik, celui qui a causé le dégât, le propriétaire donc de chacun de ces quatre éléments qui ont été évoqués, les Shalem Tashloumé Nezek, de payer le paiement donc du dégât, de dédommager financièrement la totalité du dégât, des Metav Haaretz, avec le meilleur de sa terre. Ça aussi, je ne vais pas montrer dans la Torah, dans les psukim, mais on verra cette notion aussi. C'est quoi le meilleur de sa terre? La Gemara considère qu'il y a trois catégories de terre, d'immobilier. Il y a ce qu'on appelle ziborite, c'est ce qui est moins bonne qualité, bénonite, moyen, et il y a idite, le top. Tu comprends que, je sais pas moi, un studio sur les Champs-Élysées, c'est quand même plus intéressant qu'un 200 mètres carrés dans le 93. D'accord? C'est que j'imagine, enfin, je sais pas, d'accord? Bon, ok, mais il y a des terres où, en termes de terre, c'est peut-être plus simple, d'accord? Plus fertile, meilleure, plus précieuse que d'autres. Donc, quand on va payer en immobilier pour un dégât, il faudra payer de la meilleure catégorie de sa terre, qui est celle qui peut être, comment on dit le terme pour rendre en liquidité, qui peut être… Bankable. Hein, quoi? Bankable. Bankable? Ouais, ça, tu peux… qui est vendable. Quoi. Ah, bankable, je suis sur en arabe, oui, d'accord. Bankable, exactement. D'accord, qui peut être donc traduite en liquidité. Non, excuse-moi. C'est l'accent une des stirotes, tu m'as… Solvable. Ce qui est… Solvable. Non, solvable, c'est désolvable. Mais, oui, mais si tu veux pouvoir traduire en liquidité ce qui n'en est pas. L'immobilier, en l'occurrence. Ça, c'est plus facile de vendre, pour reprendre mon exemple, plus facile peut-être de vendre un studio aux Champs-Élysées que de vendre un 200 mètres carrés à la Courneuve. Ah, c'est pas au Vinci, Oui, bon. Monnayable. Comment?
Monnayable. C'est ça, monnayable, un truc comme ça, monnayable. Et si par contre, le paiement se fait en mobilier, alors, en vertu du principe que vous connaissez aussi, je crois qu'on a déjà parlé de ça, il me semble, que Shave Kesef, c'est Kekesef, que ce qui vaut de l'argent, c'est comme de l'argent. Donc là, on n'est pas tenu à un mobilier particulier parce qu'on considère que le mobilier, de toute manière, il peut être monnayable. Si ce n'est pas ici, c'est ailleurs.